Bonsoir à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc, c'est l'heure d'Accès Direct. Comme chaque soir pendant une demi-heure, nous sommes ensemble. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Accès Direct et à poser vos questions à nos invités au programme ce soir. Nous parlerons économie avec la Jeune Chambre économique de Chambéry, une association peu connue et pourtant reconnue d'utilité publique, vous le verrez. Enfin, Patrick Valélian, directeur général du magazine 7.info, nous en dira plus sur sa vision du journalisme indépendant. Et Laure Béchade, notre chroniqueuse et rédactrice en chef du magazine Récré à Môme, viendra nous donner sur ce plateau ses idées sorties en famille et pour les enfants. Mais avant, les titres du JT avec toi, Pauline, bonsoir. Bonsoir Olivia. On commence et on parle d'autopartage. Oui, on peut commencer par l'autopartage. J'avais mis l'autre titre en premier, mais pas de problème. Pardon. On peut commencer par l'autopartage si ça suit en régie. Alors, ce matin, la ville d'Ambilly a inauguré sa première station d'autopartage. Alors, petit plus, cette voiture, en fait, elle est électrique. Il y avait déjà des autopartages dans le Genevois français, à Annemasse, Bonneville ou encore Archamps. Donc là, c'est électrique. C'est un budget de plusieurs milliers d'euros qui a été nécessaire pour cette borne. Donc, le but, lutter bien évidemment contre la pollution et faire un petit peu des nouveaux modes de transport un peu doux. C'est Kimberly Trieux qui est allée faire ce reportage ce matin. Très bien. Et puis on se rend dans un centre horticole. Oui, cette fois-ci, Anne, c'est un nouveau centre horticole, le coût 8 millions d'euros, qui vient d'ouvrir donc sur la commune nouvelle d'Annecy. Alors, il succède à l'ancien centre des Barades qui était devenu obsolète. Il y aura à terme 230 000 fleurs et plantes destinées tout simplement à orner la ville d'Annecy et ses communes déléguées. Petite visite tout à l'heure avec Sébastien Germain. Parfait. Et comme chaque soir, notre revue de presse. Bon, ce soir, il n'y a que toi. Hein. Oui, j'ai travaillé toute seule. Toute seule comme une grande. Et on commence avec un thème qui revient chaque hiver, les risques d'avalanche. Oui, 22 morts sur l'année 2016-2017 selon le bilan de l'ANENA. Donc l'ANENA, c'est l'Association pour l'étude de la neige et des avalanches. Alors à l'analyse dans ce mois de novembre, l'accidentologie de l'année écoulée. Alors inférieure à la moyenne, certes, mais dans la plupart des cas, les pratiquants n'ont pas su ou vu tout simplement les mauvais signaux du manteau neigeux, selon eux. Alors entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017, 45 avalanches impliquant au moins un emporté ont été relevées. Parmi ces accidents, 13 ont été mortels, occasionnant le décès de 22 personnes. Alors un tableau comparable à 2015-2016 qui avait enregistré 45 phénomènes également, mais un mort de moins. Alors en apparence, c'est plutôt flatteur. Pour autant, l'année avalancheuse écoulée confirme des tendances de fond. L'équipement des victimes en détecteur, donc les fameux DVA, est devenu quasi systématique chez les randonneurs. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais en hors-piste, c'est encore un petit peu compliqué, c'est moins généralisé. À l'instar, tu t'en souviens peut-être Olivia, des 3 snowboarders néerlandais qui avaient été ensevelis du côté de Val-Fréjus. Alors dans 4 cas sur les 9 accidents avec victimes enfouies, l'absence de DVA a conduit à des durées d'ensevelissement prolongées. Et enfin, c'est un grand préjugé à lever. Les locaux davantage tentés de flirter avec leurs limites puisqu'ils connaissent bien la montagne. Et les professionnels sont loin tout pour autant d'être immunisés. 4 moniteurs et 2 guides figurent au décompte de 2016-2017. Donc prudence cet hiver en montagne, c'est l'adage d'Emmanuel Jo. Donc on le redit encore ce soir, prudence en montagne tout l'hiver. Exactement. Et puis on se rend à Évian. Oui, Mike Wan, le patron du circuit féminin américain pour le golf, a annoncé ce mardi que la date de l'Evian Championship allait être replacée au milieu de l'été d'ici 2019. Alors on le sait, là ça a été compliqué, c'était mi-septembre, fin septembre. Il a beaucoup plu, donc des journées ont dû être annulées. Depuis 2013 et son passage en majeur, le tournoi au Savoyard se déroulait donc à la mi-septembre. Cette année, ça a été réduit à 54 trous pour la deuxième fois en 5 ans. Du coup, voilà, là, cette fois-ci, ça sera décalé l'été. Ça devrait être ensoleillé, donc on devrait pouvoir faire toutes les épreuves et aller profiter du beau soleil du côté d'Évian. Très bien, mais écoute, merci Pauline. Merci. Je te laisse rejoindre la rédaction et puis on se donne rendez-vous à 18h30 pour le JT. Merci. Je reçois les membres de la Jeune Chambre économique de Chambéry, Jeanne-Marie Clapeyron et Linda Profit. Bonsoir. Je vous laisse vous installer. Bonsoir. Alors, Jeanne-Marie, donc vous êtes présidente de la Jeune Chambre économique de Chambéry. De Chambéry et sa région. Voilà. Plus exact. Et Linda, vous êtes, alors c'est un peu compliqué, présidente du Conseil fédéral national de la Jeune Chambre économique. Française, voilà. Française. Et vous êtes aussi membre à Chambéry. C'est ça. Alors votre réseau, je le disais, il est reconnu d'utilité publique. Concrètement à Chambéry, qu'est-ce que vous mettez en œuvre ? Alors on met en œuvre beaucoup de choses, on met en œuvre plusieurs actions par an sur 5 thèmes qui sont l'aménagement du territoire, l'économie, le social, agir pour l'emploi et également tout ce qui est dans le cadre de la paix universelle.
D'accord. Donc, par exemple, cette année, on a mis en place une grande manifestation, une grande rencontre économique dans le cadre du 60e anniversaire du jumelage Chambéry-Turin sur le digital. L'idée, c'était de dire, il y a des entreprises du digital qui sont très fortes à Turin et à Chambéry, mais les citoyens et les professionnels ne connaissent pas forcément l'offre sur le marché et ce que ça peut leur apporter pour aujourd'hui et pour demain. Donc on a essayé de faire rencontrer deux mondes qui finalement vivent en parallèle et ne se rencontrent pas forcément. On a mis ça en place, on a eu une centaine de participants avec Chambéry Métropole et la mairie de Chambéry. On a également mené une autre action sur un tout autre thème, donc la paix universelle, avec des enfants qu'on a appelé Tous Colombes, un très joli projet où on a fait travailler des enfants de 9 à 11 ans, à peu près 80 enfants, sur le thème de la paix universelle, en leur demandant quelles étaient leurs 3 règles du jeu pour améliorer la paix universelle dans le monde. Ils nous ont fait des très jolis dessins, des poèmes, beaucoup de choses qu'on a compilés dans un livre blanc qu'on a envoyé à tous les élus locaux et également nationaux, puisqu'on a également envoyé un exemplaire à Emmanuel Macron. C'est quelque chose qui marche concrètement ? Concrètement, c'est quelque chose qui donne des retombées et c'est quelque chose qu'on essaye de pérenniser. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à la Jeune Chambre économique, on souhaite agir. On est des jeunes citoyens entreprenants. Donc notre raison d'être, c'est d'agir. Mais après, une fois qu'on a mis une action en place, on souhaite la pérenniser et donc trouver des structures qui vont reprendre l'action et la mener sur le long terme. Je prends un autre exemple, si vous me permettez. On a une action qui s'appelle Hasardez-vous, qu'on a mis en place il y a à peu près 3 ans à Chambéry et après à Aix-les-Bains, qui est une action qui permet de redynamiser le centre-ville en mettant en place des œuvres d'art dans les magasins et en mettant en place un parcours guidé avec des cartes qu'on va donner aux citoyens qui vont pouvoir se balader pour aller découvrir à la fois les artistes et les magasins. Cette action-là a été reprise par la mairie d'Aix-les-Bains, par exemple, et a lieu chaque année. Au niveau de l'économie locale, comment est-ce que vous fonctionnez ? Est-ce que vous avez un vrai impact sur l'économie locale ? Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que même si notre nom c'est Jeune Chambre économique, c'est pour ça on peut s'y tromper. Exactement, on agit sur tout un tas de thèmes. Donc on a notre place. En tant que jeune, on a un regard de 20 à 40 ans, donc je le répète, ou de 18 à 40 ans. On a un regard différent sur les choses et on a une réelle écoute également des acteurs locaux, que ce soit la métropole, que ce soit les différentes mairies où on agit. On essaye aussi, et la Chambre de commerce, exactement. On essaye aussi de faire vivre les thèmes et les valeurs qui nous sont chères. D'où la mise en place également cette année d'un concours de la jeune entreprise exemplaire, une entreprise créée par un entrepreneur qui souhaite avoir une vision différente de la vie et du monde de demain. Donc sur le thème de l'économie circulaire, sur le thème de l'habitat sain, sur le thème de l'organisation du travail. On a eu un certain nombre de candidats qu'on va accompagner au niveau national et à qui on va apporter tout notre soutien. Justement, on parle du niveau national. Vous avez une vision plus globale puisque vous êtes présidente du Conseil fédéral national. Chambéry, c'est un territoire qui est particulier, qui est attractif par exemple pour ce genre d'événement ? Chez Chambéry, comme dans tout territoire, j'ai envie de vous dire, on a des problématiques communes ou alors propres à chaque territoire. Ce qui est intéressant à la Jeune Chambre, c'est que la dimension locale nous permet de traiter des problématiques propres à son territoire localement. Et la dimension nationale, régionale et nationale nous permet du coup de traiter des problématiques plus communes, plus globales à tous les territoires. Comme par exemple l'action qui a été mise en place par Saint-Omer qui s'appelle Carte sonore, qui a été l'année dernière élue projet national et qui peut être repris par l'ensemble des jeunes chambres économiques locales et qui traite du handicap. Voilà. Mais alors, tous ces projets, au niveau territorial, au niveau local, vous êtes force de proposition à chaque fois ? Ce qu'il faut bien voir, c'est que tout vient du local. Tout vient du local. C'est-à-dire qu'on va essayer d'être au plus proche de notre territoire et d'imaginer ce qui pourrait changer notre territoire. Je suis sûre, Olivia, que vous vous êtes déjà dit « j'ai une super idée, mais ça changerait ma vie ». Et pour autant, comment la mettre en place quand on est tout seul ? Comme on dit, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Exactement. Et c'est tout le principe de la Jeune Chambre économique. On a nos idées, chaque membre a ses idées sur comment il veut changer son environnement et on essaye de se réunir pour pouvoir réaliser concrètement ces actions. Ce qui est intéressant à la Jeune Chambre, c'est que c'est un grand laboratoire d'expérimentation en fait.
Comme tu l'as dit, on analyse dans notre quotidien énormément de problématiques. La Jeune Chambre nous permet de les résoudre, et nous les résoudre sans cadre réel. C'est-à-dire qu'on est complètement apartisan. On travaille sur des commissions en petits groupes, mais on vient d'univers complètement différents. Et donc, on met à disposition d'un projet, d'une action, l'ensemble de nos compétences. Et au travers de ces échanges, on acquiert de nouvelles compétences. Alors, est-ce que c'est cette envie individuelle chez l'une et chez l'autre qui vous a donné envie de faire partie de la Jeune Chambre économique? Très clairement, ça part toujours d'une envie d'agir. Ce qu'il faut bien voir, c'est que notre ADN à la Jeune Chambre, c'est l'action. C'est-à-dire que c'est ce qui va nous différencier d'autres réseaux. On n'est pas là pour collecter de l'argent, pour demander de l'argent aux gens, on est là pour agir. Et il y a beaucoup de nos actions qui ne coûtent rien, si ce n'est de l'huile de coude, si je puis dire. Donc effectivement, il y a toujours cette envie d'agir. Après, agir avec qui et comment. Et la Jeune Chambre économique va répondre à ces deux actions. D'une part, parce que nous sommes des jeunes motivés et on se regroupe pour agir. Donc il y a une convivialité exceptionnelle dans notre association. Et d'autre part, parce que la Jeune Chambre économique est une association structurée qui va également nous permettre de nous former, avec un programme de formation qui est mis en place au niveau international, puisque c'est une association internationale, nationale et locale. D'accord. Et de votre côté, c'est le même avis? Oui, on vient tous pour des raisons différentes à la Jeune Chambre. Et ce qui est complexe, c'est qu'on ne sait pas forcément ce qu'on va y trouver, tellement c'est varié. Moi, je présente ça comme un immense couloir avec plein de portes à pousser. Et ce qui est intéressant, cette amplitude de 18 à 40 ans, moi je suis rentrée un petit peu tard à la Jeune Chambre, je vais bientôt en sortir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment y rester tout ce laps de temps parce que c'est tellement enrichissant et c'est vraiment une aventure humaine, ce qu'on y rencontre sur toutes les dimensions. Énormément beaucoup de personnalités différentes et de gens de qualité qui ont cette envie d'agir. Il faut savoir que France Stratégie a mené une enquête justement sur ces jeunes, savoir qu'est-ce que cette jeunesse a envie qu'est-ce qu'elle recherche aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a envie de faire au sein de notre société. Il faut savoir que 65% des jeunes ont envie d'être utiles à leur société. Et la Jeune Chambre est un merveilleux mouvement où on peut être vraiment utile. Très bien. Sans limite. Très bien. Est-ce que vous avez à Chambéry des projets en vue? On en a plein. Beaucoup. Si vous en avez un seul qui vous tient particulièrement à cœur? C'est les citoyens. Je pense qu'on va mener une action. Alors là, pour le coup, souvent ça vient du local, mais là c'est une action qu'on mène au niveau national puisqu'elle répond à une problématique nationale qui s'appelle le CV citoyen. Qui rentre dans une dynamique de pacte citoyen. D'accord. Voilà. Et qui a pour but de valoriser l'engagement associatif. Vous n'êtes pas sans savoir que la réglementation, la législation évolue. En mai 2017, il y a eu un projet de loi qui a fait que dans les unités d'enseignement, on valorise maintenant cet engagement associatif. Donc ça, c'est une vraie démarche, une vraie avancée, parce qu'au travers de ces engagements associatifs, on acquérit de nouvelles compétences. Et donc, ce CV citoyen permet de mettre en valeur ces compétences, en fait. Au-delà des diplômes, des expériences, des formations, on peut vraiment se forger sa personnalité, ses compétences au travers d'engagements associatifs, comme à la Jeune Chambre ou comme dans plein d'autres associations. Hein. Être un trésorier, être président d'une association, que ce soit sportive, culturelle, et ben on acquiert de nouvelles Si vous voulez, c'est une action à double sens. On a envie de montrer aux entreprises que ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'expérience professionnelle en tant que telle qu'on n'a pas de compétences, parce qu'on peut l'acquérir au niveau associatif. Et on a également envie de dire aux jeunes, engagez-vous, parce qu'en vous engageant, vous allez acquérir des compétences qui vont aussi vous être utiles d'un point de vue professionnel. Très bien, le message est passé. En tous les cas, je rappelle que pour intégrer la Jeune Chambre économique, c'est de 18 à 40 ans. Après, c'est terminé. Et Olivia, je ne me trompe pas, je pense que vous avez moins de 40 ans. Il me semble aussi. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous et je vous laisse rejoindre la régie. Merci. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, au revoir. Et puis, nous avons sur Skype Thibaut Duchosal, organisateur du Winter Film Festival. Bonsoir. Bonsoir. Alors Thibaut, vous êtes skieur professionnel, vous réalisez aussi et produisez des documentaires sur le sport outdoor. Là, pendant ce festival, vous allez mettre en valeur plus de 60 films, des concerts, des expositions. Qu'est-ce qui distingue votre festival des autres festivals ? Ouais, c'est parti d'une aventure entre passionnés. On est une petite association
Et puis on voulait mettre sur grand écran la glisse, puisque moi je suis athlète et aussi producteur. Et le propriétaire du cinéma à Bourg-Saint-Maurice, c'est un vrai passionné. Et un jour il me dit, bah vas-y, on monte un event. Et je lui dis, bah allez, pourquoi pas, on essaye. Et du coup, on va faire la 3e édition cette année. Oui. Et puis on veut garder ça convivial avec beaucoup d'échanges. Et c'est un événement gratuit pour accueillir le maximum de personnes sur ce début de saison. Alors, est-ce que vous avez quelques exemples d'événements qui vont se dérouler? Alors, on a une partie cinéma, donc comme vous avez dit, avec 22 séances et plus de 60 films. On a plus de 60 riders, réalisateurs qui sont là pour venir échanger avec le public. Ensuite, on a une partie festive le soir, des concerts gratuits qu'on offre à la population de Bourg-Saint-Maurice et autres. Donc, on a deux groupes par soir, des sets DJ. Et puis, sur le village, la journée, on a des animations de tout type pour les enfants. On a des démonstrations de street art. On a des ateliers tenus par des marques de sécurité comme Reco, Anena, Chamoniard qui font de la prévention, qui font de la sensibilisation. On a aussi des conférences, accès gratuit aussi, sur les secours en montagne, premiers secours, sur la sensibilisation au risque du hors-piste. Voilà, on essaye d'offrir une touche de montagne à tout le monde. Très bien. Comment est-ce qu'on fait pour participer, soit aller voir les films, soit les conférences, soit les expos? C'est assez simple, on va sur le site winterfilmfest.com pour regarder toutes les informations. Et puis le festival commence demain à 18 h et il dure jusqu'à dimanche soir. Le village est ouvert à tout le monde, il suffit de venir à Bourg-Saint-Maurice, Cinéma Le Cœur d'Or, et on vous accueille avec un grand plaisir. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Thibaut d'avoir été avec nous et puis bon festival. Merci à vous. Au revoir. Bonne soirée. Il est temps de recevoir Patrick Valélian, directeur général et rédacteur en chef du magazine 7.info. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Alors, depuis 2014, vous avez le site internet 7.info, mais aussi qui est sous forme de bimestriel, sous cette forme-ci. Vous proposez des enquêtes long format. On est sur de l'actu, mais surtout des enquêtes long format. Et votre média est dit indépendant. Ça veut dire quoi, indépendant ? Indépendant, c'est-à-dire qu'on n'est pas membre de, si vous voulez, de grosses infrastructures, de grands groupes de médias, style en France Le Monde ou Libé, en Suisse Ringier ou Tamedia, qui passent des moments un peu pénibles, à vrai dire, puisque la scène, le panorama médiatique suisse est en train de se recomposer totalement aujourd'hui. Donc on est indépendant dans ce sens-là. Et indépendant également parce qu'on a l'esprit d'indépendance, on travaille sur les sujets qui nous intéressent, avec le ton qui est celui du journalisme d'investigation et du journalisme au long cours. On appelle ça aussi du slow journalisme, au bon français. Voilà, c'est une expression un peu bizarroïde pour parler simplement d'un journalisme à l'ancienne qui va sur le terrain et qui prend le temps d'écouter les gens. Est-ce que ça veut dire que votre média est financièrement indépendant ? Alors, il est financièrement indépendant dans le sens qu'on a plusieurs sources de financement qui vont de l'abonnement, forcément. On a besoin de nos lecteurs, c'est essentiel, c'est l'avenir d'ailleurs de chaque média. Ensuite, on a un financement par la publicité, alors pas sur le site internet, mais par contre sur le papier, parce que le papier a encore ce potentiel de publicité. En tout cas, en Suisse, et le marché roman est très petit, donc il faut qu'on aille chercher l'argent là où il est. Ensuite, on a également on crée des cours, on organise régulièrement des cours de formation, on a des différents events qui nous permettent de gagner un petit peu d'argent. On a également du mécénat. On a un mécène qui nous soutient. Puis en même temps, pour nous, tous nos lecteurs, tous nos abonnés sont des mécènes. Donc ils soutiennent une autre forme de journalisme, un journalisme qui prend aussi plus de temps finalement et qui est forcément un peu plus cher que le journalisme d'actualité, puisque nous, on fait ce pas de côté continuellement avec des sujets qui sont traités de différentes facettes, quoi. Justement, vous différenciez l'actualité de l'enquête. Et alors, nous, on est dans l'enquête, on est dans l'investigation, mais on est surtout dans ce qu'on appelle du journalisme de terrain, dans le sens que c'est du journalisme qui prend du temps. Il faut aller rencontrer les gens, il faut les écouter, il faut les confronter aussi à d'autres informations, à des faits qu'on ramène également. Donc on est à la fois dans l'investigation, dans le reportage, dans l'interview, dans le côté très subjectif aussi, parce qu'on ose le jeu, on ose le nous, on ose mélanger le dessin avec l'image, photo, mais la photo un peu plus artistique parfois. Et on a des textes qui sont, c'est pas du journalisme vraiment classique, dans le sens que c'est du journalisme vraiment engagé, inspiré, et un journalisme qui est un peu à la limite de la littérature et parfois de l'art. Il y a des textes qui
qui sont juste incroyables parce que très qualitatifs. C'est des textes qui nous prennent aussi beaucoup de temps en fait en termes de maturation. Donc entre le moment où on décide d'un sujet et le moment où on le réalise, il peut se passer entre 8 et 12 mois. D'accord. Donc on est vraiment dans un... C'est impossible de faire de l'actualité à ce rythme-là, à vrai dire. Effectivement. Est-ce que, selon vous, si on est journaliste, par exemple, dans un média qui dépend de grands groupes financiers, est-ce que c'est être un vrai journaliste ou... Alors écoutez, moi j'ai travaillé dans un média et à l'époque, j'avais un rédacteur en chef qui s'appelait Roger Disbar, qui est décédé malheureusement, qui m'a donné finalement une ligne de conduite dans mon métier qui était « n'aie jamais peur de mordre la main qui te donne à manger ». C'est-à-dire que notre boulot de journaliste, c'est pas finalement... La question n'est pas de savoir, j'allais dire, d'où vient l'argent en fin de compte, mais la question est plutôt de savoir ce qu'on en fait. Et j'ai jamais eu de souci, moi, à mordre un annonceur. On s'est pas attaqué, on a simplement annoncé, travaillé sur des sujets qui nous intéressaient, qui concernaient des grandes entreprises suisses, Nestlé, pour pas la citer. Bien sûr que ça nous a valu d'être sur liste noire, des annonces potentiellement donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas de publicité qui vient de chez eux. So what? Quel est le problème? Si vous voulez, moi je préfère vivre mon métier de cette manière-là, totalement indépendante, et de pouvoir me regarder dans la glace en disant voilà, je peux dire à mes lecteurs que j'ai fait mon travail le plus honnêtement possible. Maintenant, ça ne veut pas dire que dans d'autres médias, dans d'autres titres, parce que quand je travaillais sous les ordres de Roger Disbar, c'était un titre qui s'appelait La Liberté, qui existe toujours, qui est un quotidien. On n'avait pas cette indépendance-là malgré la publicité, malgré le fait que c'était une entreprise structurée à l'ancienne, disons. Et donc ça impacte forcément sur la qualité et sur le rendu? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que l'indépendance, vous la gagnez, vous devez aller la chercher vraiment au forceps. Vous devez montrer aussi aux gens, en fin de compte, que l'indépendance n'est pas liée à votre titre, mais à vous-même, puisqu'un journaliste, finalement, c'est sa propre marque. Et puis, ce journalisme-là, eh bien, vous permet d'aller très loin, parce que vous pouvez aller rencontrer à la fois le ministre et le paysan du coin, lui poser des questions avec la même impertinence ou pertinence. Moi, je pense que la question de l'indépendance, ce qu'on essaie aussi de toujours d'expliquer aussi, c'est que finalement le journalisme est aussi une économie qui doit trouver ses pistes aujourd'hui, puisque le modèle économique a totalement explosé. Une époque, c'était très simple, hein, vous avez de la publicité, de l'abonnement, et voilà, c'est joué. Maintenant, il faut trouver d'autres voies, et ces voies passent également par des nouveaux concepts qu'on va implanter en Suisse, qui s'appellent, alors en bon français, ça s'appelle le live magazine. En gros, vous mettez une dizaine de journalistes sur une scène, ils racontent des histoires, et au lieu de l'écrire, ils la racontent. C'est un concept qui vient des États-Unis, qui commence à être connu en France. D'accord. Notamment parce qu'il y a une organisation qui s'appelle Live Magazine qui l'a mis en place. Nous, on va tester à notre petite échelle ce concept-là. Mais je pense que si le journalisme maintenant repart au centre finalement de la place du village, là où il doit être, et si le journaliste devient de plus en plus aussi qualitatif mais aussi utile, il a une chance de survivre. Alors rapidement, on va passer à votre dernier bimestriel. Oui. Le thème, les lanceurs d'alerte. Alors, on a cet exemple, hein, toujours Edward Snowden, l'éternel exemple, qui est toujours à Moscou jusqu'en 2020, hein, qui est en asile politique. Aujourd'hui, on en est où de ce terme de lanceur d'alerte et de leur position? Alors, le problème, la question des lanceurs d'alerte, en fait, est vraiment intéressante parce qu'elle parle de notre société aujourd'hui. C'est la société de la transparence, la société aussi du besoin de transparence et aussi du besoin d'aller plus loin face à ce qu'on appelle la communication. On est dans un monde, non pas d'information, mais de communication. C'est assez paradoxal. Et on a de plus en plus besoin d'information. L'information, c'est quoi? C'est ce qu'on essaie de faire nous, c'est d'aller chercher sous les cartes, de regarder ce qui se passe véritablement dans le monde, de donner des clés de décryptage. Et que font les lanceurs d'alerte? À un moment donné, il y a des ruptures. Snowden, par exemple, ce n'est pas le premier qui, à l'intérieur de la NSA, dénonce des errances, des erreurs et des technologies qui ne sont pas au service finalement de la population américaine, mais contre la population américaine. Simplement, le premier qui l'a fait, un gars qui s'appelait Blake, s'est retrouvé, lui, à vouloir faire les choses
correctement, annoncer finalement ces problèmes et ces irrégularités, ces illégalités. Finalement, c'est quelque chose de très évident, mais à l'époque, c'était pas si net que ça. Il l'annonce à sa hiérarchie, il se fait juger, condamné. Snowden le sait, lui il part et il va dénoncer la même chose finalement, mais avec beaucoup plus de force. Et Snowden n'est que la pointe de l'iceberg. On a énormément de lanceurs d'alerte. Totalement. Énormément. Alors, nous, on a repris, donné la parole par exemple à une lanceuse d'alerte mongole. Et à Christophe Meili aussi. Hein. Christophe Meili, le Suisse, qui avait sauvé des documents qui partaient à la destruction finalement, des documents qui disaient que la Suisse avait une attitude, comment dire, un petit peu collaborationniste pendant la Deuxième Guerre mondiale avec l'Allemagne nazie. D'ailleurs, c'est passionnant. Hein. J'invite vraiment tout le monde à... Oui, alors je vous remercie, sympa. et là, nous, ce qui nous intéresse dans cette histoire-là au niveau des lanceurs d'alerte, c'est pas uniquement leur donner la parole, mais c'est aussi de les mettre en perspective. Ça veut dire que le phénomène n'est pas nouveau, mais il va s'accélérer. Et partant de ce travail-là, on se rend compte que tous les jours, on reçoit des informations de gens qui nous disent moi aussi, j'ai lancé l'alerte. Et dans quelques temps, là, je vais rencontrer une jeune femme qui a fait également ce travail-là, qui veut maintenant sortir du bois et qui veut dire voilà, j'ai envie aussi de vous expliquer qu'il y a des choses qui se passent de manière illégale dans l'entreprise où je travaille. D'ailleurs, je vais faire le test, puisque, alors vous, on appelle ça le MOOC. Hein. Oui, c'est un MOOC. Alors, c'est la contraction entre magazine et book, entre magazine et livre. Alors, je vais faire l'essai. Je ne sais pas si on le voit à l'écran. Donc, il faut télécharger l'application 7. Exactement. On passe sur l'article et hop, on a l'interview de Christophe Meili. Voilà, on a l'interview. Donc, on a plusieurs supports finalement. Support papier, l'application Internet. Alors totalement. Nous, ce qui nous intéresse dans le projet 7, c'est qu'en fait, à l'origine, on est un site Internet. On l'est toujours d'ailleurs. On a 7.info, qui est un site de longue forme, journaliste narratif. Et là, vous pouvez lire nos histoires en exclusivité, si on veut, parce qu'elles passent en premier sur le site Internet. Vous pouvez les acheter également au prix que vous voulez, avec un système de prix libre. Après, les meilleures histoires sont sélectionnés ou pas pour rentrer dans la logique du papier. Et là, on touche aussi un autre public. Ce qui nous intéressait dans cette expérience qui est 7, à la fois sur 7, le MOOC suisse, et à la fois sur 7.info, c'est de remettre ce journaliste de qualité au centre de nos préoccupations, et c'est de trouver aussi les moyens de convaincre les plus jeunes, parce que c'est quand même un enjeu important. Nous, on se rencontre au fur et à mesure de nos rencontres dans les écoles, ou auprès d'universitaires, auprès d'étudiants de hautes écoles en Suisse, qu'il y a un problème de fond, c'est que les gens ne veulent plus vraiment payer pour l'information, et que fake news, vraie news, on ne sait plus vraiment faire la différence. Avec Internet, c'est compliqué. Oui, et puis disons qu'on est dans une situation où quand on voit qu'un gars comme Trump est élu avec 4% de vérité dans son discours, c'est quand même un peu inquiétant, quoi. Donc on lui donne quand même les clés de notre avenir, ce garçon. Et je pense qu'à un moment donné, on mérite aussi en termes de démocratie d'avoir une information de qualité. Et l'information de qualité, donc je le répète, vous la trouvez dans ce magazine, c'est un teint bimestriel. Merci beaucoup d'avoir été avec moi sur ce plateau. Je vous laisse rejoindre la régie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pendant que je reçois Laure Béchade, qui est rédactrice en chef du magazine Récréamôme. Bonsoir. Bonsoir. Je te laisse t'installer. Bonsoir. Je suis accompagnée ce soir. Oui. Alors tu nous déniches, comme d'habitude, les bons plans sortis en famille et pour les enfants, Oui. En Savoie-Mont-Blanc, évidemment. Et aujourd'hui, tu nous parles de tes coups de cœur pour le mois à venir. Exactement, et je suis accompagnée donc de Sylvie Santi, qui est l'une des artistes présentes sur un des gros coups de cœur, événements coups de cœur de ce début d'hiver. Autour des enfants, on en reparlera tout à l'heure, mais avant, je vous propose d'allumer les étoiles, parce que dès mardi prochain et jusqu'au 25 février, la Turbine Science à Cran-Gevrier nous propose de voyager dans l'univers avec des séances et des visites animées dans un planétarium installé pour l'événement et qui s'adresse aux enfants dès 7 ans et puis dès 3 ans également. Il y aura aussi dans l'espace multimédia des jeux, des applis et des web-séries sur le thème. Deuxième nouveauté que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, mes petites conférences, c'est une initiative du Théâtre Renoir et en fait ce sont des petites conférences de 45 minutes à partager en famille avec les enfants dès 7 ans avec différentes thématiques
thématiques et la première démarre sur le thème de l'univers, donc en lien avec cette expo de la Turbine Science. C'est le 18 novembre à la découverte de l'univers. Troisième événement immanquable, la grande journée des enfants au Pâté Annecy, donc le 26 novembre, avec 4 films à aller voir avec les enfants, dont 2 avant-premières. Paddington 2 et Coco, ces 2 avant-premières également en simultané au Pâté Léal à Chambéry. Il y a une activité que j'avais envie de mettre en lumière également, Disco Max, parce que c'est unique, et d'ailleurs c'est tout près, c'est à Épagny. La discothèque pour les enfants de 8 à 14 ans, c'est unique, je le disais, c'est tous les dimanches après-midi, et c'est une super solution pour fêter aussi son anniversaire. Et puis on est en recherche aussi d'activités en intérieur avec l'hiver et les frimas qui arrivent, donc j'avais envie de mettre en lumière comme 2 spectacles sur glace qui arrivent très bientôt. Gliss and Music Show à la patinoire d'Annecy, 25 novembre. On retrouve sur la glace, comme depuis 5 ans, l'équipe élite en fait, du club de patinage d'Annecy, Ice Skating Elite, avec la compagnie Patinaire. Et puis il y aura le pianiste François-René Duchable également sur la glace. Et puis il y a un bon plan en fait, pour les lecteurs de Récréamont, puisque toutes les places seront au prix de 16 € pour les lecteurs. Les patineurs d'ailleurs du club de patinage qu'on va retrouver également sur le parc glacé, c'est une nouvelle patinoire en plein air à Épagny, Métessy, voilà, jusqu'au 26 février. Deuxième spectacle sur la glace, Vertical Influence, c'est à la Halle Olympique à Albertville. Servi par une compagnie québécoise qui est la première et la seule compagnie au monde à mêler patinage et danse contemporaine sur la glace. Donc ça aura lieu les 1er et 2 décembre prochains. Voilà, donc ces 2 spectacles, je vous encourage à aller les partager de formes différentes donc sur la glace. D'ailleurs, il a neigé, donc on se prépare à la saison de ski et à Noël. Saison de ski pour commencer, avec des événements donc, au mois de novembre pour s'y préparer, puisqu'on va pouvoir rencontrer les stations et profiter de plein d'animations avec les enfants. Donc le Salon de la Montagne, première édition. Dans le cadre des automnales, c'est à Genève, à Palexpo, donc à partir de demain et jusqu'à dimanche. Un petit peu plus tard, donc le week-end prochain, 18-19 novembre, Vitam en piste, donc au Vitam à Nédan, avec notamment un simulateur de ski, des chiens de traîneau, on pourra tester le biathlon, et puis le Vital Neige, donc au Décathlon Épagny. Là, vous voyez, on a testé l'année dernière avec ma fille. Il y avait le bobsleigh, la plagne, et puis une cascade de glace. Et puis, il y a un événement qui démarre ce week-end, le Rock on Snowboard Tour, avec donc 4 dates. La première, donc ce week-end à Tignes. On va pouvoir tester gratuitement du matériel. D'ailleurs, qui est reporté de quelques jours à cause du manque de neige. Il est reporté, d'accord. Alors, l'info n'est pas arrivée jusqu'à mon bureau, jusqu'à ma tour. D'accord. Alors, effectivement, et on a la date, en fait, du report ? Non, on n'a pas la date. Le 2 et 3 décembre. Alors, il faut aller suivre sur la page Facebook, effectivement. Mais l'idée de cet événement, c'est qu'on peut tester gratuitement du nouveau matériel. Et puis, pour les enfants, il y a un Riglet Park. Donc, pour les moins de 10 ans, ils peuvent aussi s'y essayer. Donc, ça, je voulais le souligner parce qu'on peut penser que ce type d'événement s'adresse uniquement aux adultes. Et puis la magie de Noël avec donc à partir du 24 novembre lancement de Noël des Alpes, donc marché de Noël, illumination, patinoire, toute une programmation de spectacles également. Et puis du côté de Chambéry le lendemain, donc 25 novembre, on va tout doucement baigner dans la magie de Noël. Et puis il est temps que tu nous parles d'un événement incontournable. Oui. Autour des enfants, c'est un grand week-end. Alors un grand week-end parce qu'il démarre le 29 novembre et qu'il va se prolonger jusqu'au 3 décembre. Un événement qui est en fait une parenthèse un peu enchantée avec des spectacles qui sont dédiés aux enfants, des animations aussi dans les médiathèques dédiées aux enfants. Et c'est un événement qui est orchestré par Bonlieu Scène Nationale. On va pouvoir aussi retrouver des spectacles dans d'autres salles du bassin annécien, donc l'Auditorium Sénaud, le Théâtre Renoir et le Rabelais à Métais. Et puis tout le week-end, il y aura des spectacles à Bonlieu Scène Nationale, donc en salle et puis dans les espaces du Forum. Et Sylvie Santi, donc de la compagnie du même nom, d'ailleurs, Sylvie Santi, va pouvoir nous présenter en fait une nouvelle création, les Fripons Divins.
qu'elle est en train de créer en ce moment même à Fabricart à Faverges. Hein, vous êtes en résidence là-bas. Donc Sylvie, vous, ce qui vous plaît, c'est de travailler autour des mots, autour de la parole, du mouvement, de relier tout ça, de travailler sur des sons. C'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Bonsoir Laure, bonsoir. C'est plutôt effectivement, je suis vraiment une amoureuse des mots. Et j'aime les torturer, j'aime les dire, j'aime les jouer, j'aime les prononcer à l'envers, j'aime leur son, j'aime leur rythme, et j'aime inventer des langues et donner un sens, en fait, un nouveau sens, voilà, à ces mots. Et en direction du jeune public, hein, vous créez des spectacles, donc même très jeune public, puisque moi j'avais eu l'occasion de voir votre précédent spectacle, Petit ragot de mauvais genre, qui mêlait la parole au beatbox. C'était assez surprenant, et pour des enfants dès 18 mois de mémoire. Donc, oui, absolument. Petit ragot de mauvais genre, c'était vraiment voilà, une alchimie, une rencontre entre la matière beatbox et la matière poésie. Et c'est vrai qu'en explorant la matière, on s'est rendu compte que le jeune public, et notamment quand on commence à babiller, quand on commence à aimer prononcer, était sensible à cette parole sonore. Voilà. Ouais. Et donc, on a commencé à créer pour le plus jeune enfant, et on s'est rendu compte au fur et à mesure de la création, quand on aimait jouer avec les mots, jouer avec les spectateurs, qu'il était bien aussi d'avoir des enfants un peu plus grands qui connaissent déjà un petit peu les prononciations, qui aiment jouer sur les syllabes. Et au fur et à mesure encore, on s'est rendu compte que ça parlait aussi aux petits qu'on avait été. Voilà. Et donc pour les parents aussi. Et pour les parents, puisque de toute façon, un petit ne vient pas au spectacle tout seul. Oui. Et donc l'idée, c'est que c'est vrai que la proposition, du coup, s'est ouverte à un public familial, oui. Comme ça va être le cas pour la prochaine création. Donc vous pouvez nous donner un petit peu la saveur de Fripon Divin qu'on va pouvoir retrouver donc tout le week-end au sein du forum, c'est ça? Oui. Alors, en accès libre, je précise, sur réservation. Oui, hein, ce sera gratuit, mais sur réservation. Effectivement, autour des enfants, c'est une programmation de spectacle en salle, oui. Avec une billetterie, hein, comme d'habitude, auprès des salles de spectacle. Et puis tout le forum s'anime aussi tout le week-end, mais il faut réserver. Donc en accès libre, mais il faut réserver. Donc Fripon Divin, c'est... Oui, alors c'est la suite, on va dire, c'est la suite, et en même temps, je continue mon processus en fait de recherche autour des apprentissages et des jeux, et des apprentissages par l'absurdité, en fait, par l'envers. Voilà, donc je me suis inspirée d'un personnage qui s'appelle le Fripon Divin, qui a été connu aussi farceur, trickseur, par Paul Radin, et qui a une activité d'esprit désordonnée, incessante, et qui répond voilà, à des absurdités parfois, parce qu'il est farceur et qu'il apprend en faisant lui-même ses expériences, mais souvent à l'envers de ce qu'on lui enseigne, en fait. D'accord. Et le Fripon, donc c'est un personnage qui me traverse bien sûr, puisque je suis animée par ce qui me touche et donc que j'aime transmettre également, va être une création que je vais présenter donc là dans le cadre de Autour des enfants en petite forme pour que le spectateur devienne joueur. C'est vraiment l'idée, pour explorer la matière. Alors dans les bus, hein, sur les lignes de bus, en tentant de rencontrer voilà, les spectateurs alors, qui seront présents à ce moment-là, et également dans l'espace 60, hein, dans le forum, toutes les 20 minutes on changera voilà, de public, et on essaiera donc de travailler sur, pas de travailler, non, mais plutôt de jouer voilà, avec les spectateurs, et d'essayer de les emmener dans un univers autour des sons tout le temps, autour des mots, et puis avec une matière nouvelle que j'amène sur les Fripons Divins, qui est le laser tag, donc l'idée d'écrire dans l'air, voilà, sur une écriture éphémère, et donc d'ajouter au jeu du son, au jeu des mots, au jeu de la poésie, l'écriture, voilà. Et l'écriture, évidemment, pas tout à fait comme on nous l'enseigne, puisque c'est le projet des Fripons qui va ensuite, donc là c'est présenté en petite forme, l'idée de rencontrer un public, l'idée de, évidemment, de pouvoir aussi, quelque part, entre guillemets, tester les matières, et de pouvoir jouer vraiment avec
là, c'est l'idéal, voilà, dans un week-end comme ça, pour pouvoir rencontrer toutes sortes de publics, du tout petit au plus grand. C'est ce qui vous a plu, effectivement, de prendre part à cette grande fête et à ce grand week-end où, effectivement, les publics vous renvoient aussi vous sentez en fait une énergie particulière. Complètement, c'est vrai que c'est un projet qui se construit avec Peggy Viola, avec laquelle je travaille depuis... de Bonlieu Scène Nationale. De Bonlieu Scène Nationale, pardon, oui. Voilà, avec laquelle je travaille depuis longtemps. Et c'est vrai que c'est une chance de pouvoir présenter une étape de création, puisque c'est une étape en petite forme, dans un cadre comme celui-là, puisqu'on va pouvoir rencontrer nos publics et effectivement avancer aussi, puisque en cherchant et en explorant, eh bien, on arrive à après nourrir son processus. Et c'est une chance pour les spectateurs qui pourront découvrir en avant-première aussi Fripon Divin et d'autres spectacles qui seront présentés lors de ce week-end. Alors, merci beaucoup à toutes les deux, parce qu'il y a les enfants qui vont pas tarder à rentrer. Alors, pas tout de suite les enfants, parce que j'ai pas tout à fait terminé. Laure, ton magazine Récré Môme d'automne est toujours disponible, le numéro 17. Je rappelle qu'il est disponible dans plus de 200 points de vente. Il est gratuit. Non, pas de vente. De diffusion. Pardon, excuse-moi. Et le prochain numéro d'hiver, donc, il sera disponible à partir du 1er décembre. Exactement. Voilà, et on le retrouvera sur Autour des enfants, justement. Très bien. Et on prépare avec Bonlieu Scène Nationale une petite surprise pour tous les enfants qui viendront. Un petit livret-jeu, voilà, un cadeau leur sera remis. Donc, j'invite tous les enfants à venir lors de ce week-end. Eh bien, parfait. Peut-être que vous viendrez, les enfants. Je vous laisse venir sur le plateau, s'il vous plaît. Je vous laisse venir avec moi. Bonsoir. Alors, venez avec moi. Venez avec moi. Vous êtes en quelle classe, les enfants? CE2. CE2. Il y a E3, ils sont en CE1 et nous 4, on est en CE2. Alors, mettez-vous bien derrière moi. Et toi, je vais te laisser la place parce qu'évidemment, tu as un micro. Donc, c'est toi qui vas te dire au revoir ce soir. Alors, je vais juste vous décaler un tout petit peu vers Laure. Comme ça, il pourra bien dire au revoir. C'est quoi ton prénom? Lucas. Lucas. Eh bien, Lucas, je te laisse dire au revoir et puis on se retrouve demain, dès 18h. Au revoir. À demain. Bonne soirée.